Aujourd'hui, il est difficile, devant un immense gros porteur, d'imaginer que les avions étaient autrefois des machines pataudes, bruyantes et assez rudimentaires. J'ai fait ma première expérience de pilote sur un Piper Cub, un avion minuscule. Il n'y avait même pas de circuit électrique, pas d'éclairage, pas de radio. À bord de cet appareil, la différence est énorme. J'ai l'impression d'être sur la Lune. L'ordinateur a fait progresser le pilotage au-delà des capacités même des pilotes, y compris dans les situations les plus délicates. Il y a 100 ans, personne n'aurait osé imaginer ce qui nous paraît aujourd'hui banal. Les avions de ligne modernes, avec leur sécurité, leur rapidité et leur confort, ont bouleversé l'histoire et rétréci le monde. Pourtant, malgré le développement croissant des voyages aériens, la mise en chantier d'un nouvel avion reste un pari. Même si constructeurs aéronautiques et compagnies aériennes coopèrent étroitement, l'entreprise demeure coûteuse et risquée. Il nous faut un appareil consommant peu, allant loin, répondant bien aux besoins, mais en même temps compatible avec les installations aéroportuaires actuelles. Les constructeurs ne peuvent fabriquer les machines qu'en fonction de la technologie des moteurs. C'est la motorisation qui dicte la taille du fuselage et les performances de l'avion. Cellules et moteurs progressent donc ensemble. Le marché se développe et les compagnies aériennes veulent des appareils spécifiques pour chaque type de liaison. Et de leur côté, les constructeurs et les motoristes essaient d'y répondre. Lorsque la société Boeing lance le développement de ce programme, qui va devenir le plus gros biréacteur commercial en service, elle fait appel à toute son expérience passée. La firme de Seattle espère que le 777 sera l'avion du siècle prochain, celui que les passagers exigeront de prendre. Ce qui me fait vraiment apprécier de piloter cet avion, c'est qu'il a tous les avantages. Il profite de technologies qui existaient déjà, mais qui n'avaient jamais été utilisées ensemble dans l'aviation commerciale. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau, à la pointe de l'aviation. Et c'était formidable d'y participer. Peu d'événements ont bouleversé le monde autant que la montée en puissance de l'ordinateur et l'arrivée des jets commerciaux. Aujourd'hui, à l'aube d'un siècle nouveau, ces deux technologies se combinent et nous entraînent vers une nouvelle ère du transport international. Une ère qui commence avec un avion conçu pour le 21e siècle, le Boeing 777. Nous vivons à l'époque du voyage. Les gens de tous les pays, de tous les coins du monde, ont envie d'explorer, de découvrir de nouveaux endroits, de rencontrer de nouveaux visages et de revoir leurs amis éloignés. Le formidable essor de la demande a donc obligé les constructeurs d'avions à s'intéresser particulièrement aux lignes aériennes les plus utilisées afin de suivre au plus près l'évolution du marché des voyages. Les transports aériens ont progressé tellement vite, il y a tellement de voyageurs, tellement de compagnies aériennes, les destinations sont si nombreuses que même avec la mise en place du système des hubs, il reste encore de nombreuses compagnies indépendantes ayant besoin d'avions taillés sur mesure pour des marchés spécifiques. Elles veulent un avion un peu plus grand que le 767, avec une autonomie légèrement supérieure, mais pas aussi cher que le 747. Le développement des avions civils dépend depuis toujours des besoins du marché. À la fin des années 60, la firme Boeing a commencé à coopérer de près avec ses clients pour répondre à l'évolution de la demande. Fermement convaincus de l'avenir de l'aviation, ses dirigeants ont à l'époque mobilisé toutes les ressources de l'entreprise pour créer une machine de légende. Apparu en 1969, le 747 a changé le monde en mettant les voyages aériens à longue distance à la portée de tous. Depuis, le Jumbo Jet a connu un succès qui ne s'est jamais démenti, et son nom symbolise aujourd'hui les voyages internationaux. Le 747 est un peu comme une cathédrale par ses dimensions impressionnantes. Assis à la place du pilote, on a du mal à croire qu'on peut faire atterrir cette machine. On en parle toujours en termes de coût par siège, par kilomètre.
car il est si économique qu'aujourd'hui il est pratiquement ouvert à tous. Tout le monde peut voyager par avion. C'est avec lui que nous avons risqué le plus gros, mais finalement c'est lui qui nous rapporte le plus. Il a largement dépassé nos prévisions les plus optimistes. Le pari de lancer le Boeing 747 déclenche alors une véritable révolution dans les transports aériens, et il est impossible de revenir en arrière. Et les efforts et moyens mis en œuvre pour le 747 il y a 30 ans se retrouvent aujourd'hui avec la dernière réussite de Boeing, le 777. Long de 63 mètres, d'une envergure de 60 mètres, c'est le plus gros biréacteur commercial du monde. Conçu pour emmener plus de 300 personnes sur des distances de 8000 km, le 777 représente bien l'évolution de la technologie aéronautique. Il comporte quelques millions de pièces et il est bien loin des fragiles avions en bois construits à ses débuts par le fondateur de la société, William Boeing. La firme Boeing a été créée pendant la Première Guerre mondiale. Après l'entrée des États-Unis dans le conflit en Europe, l'US Navy lui commande 50 avions. Les hostilités terminées, la firme s'éloigne de l'aviation militaire. En 1919, William Boeing veut montrer aux Américains que ces avions peuvent rendre des services civils, comme par exemple l'acheminement du courrier. Vient ensuite le transport des voyageurs. Cet avion, le modèle 80A, peut transporter 12 passagers et se distingue comme le premier appareil à bord duquel se trouve une hôtesse. Mais malgré ses succès, cette machine est largement dépassée par son successeur, le modèle 247. C'est sans aucun doute le prototype de l'avion de ligne moderne. Il embarque 10 passagers et peut voler à 300 km/h. Et il peut, en 7 étapes, couvrir la distance New York-Los Angeles en 20 heures, soit 7h30 de moins que le plus rapide de ses prédécesseurs. Son arrivée a révolutionné le monde d'alors. C'est un monoplan entièrement métallique, doté d'une aile sans haubanage et d'un train rentrant. Il fait sensation, il est plus rapide que tous les autres. Chez Boeing, ils ont alors pensé qu'ils allaient emporter tout le marché, en le vendant à United Airlines, qui faisait partie du même groupe que Boeing à l'époque. Mais ils ont commis l'erreur de dire que les 60 premiers exemplaires seraient livrés à United et que les autres compagnies seraient servies ensuite seulement. Elles n'ont pas apprécié et la TWA est allée trouver Douglas pour lui commander un avion meilleur que le 247. Et Douglas y est parvenu avec la série DC-1, DC-2 et finalement DC-3. Le DC-3, un bimoteur monoplan à aile basse, effectue son premier vol en 1935 et s'avère l'un des premiers avions rentables pour les compagnies aériennes. Il peut transporter 21 passagers sur près de 2400 km à 320 km/h. Face à une concurrence aussi redoutable, Boeing se lance alors dans la conception d'une énorme machine, le XB-15. C'est le premier avion de grande dimension basé sur les technologies les plus modernes et propulsé par des moteurs à haute performance. Le XB-15 reste un exemplaire unique, mais Boeing réussit grâce à lui à s'imposer comme constructeur de gros avions. Lorsque Juan Trippe, le patron de la Pan American Airlines, contacte Boeing pour construire un grand hydravion capable d'effectuer les liaisons intercontinentales, il suffit au bureau d'études d'adapter la voilure et les moteurs du XB-15 sur un nouveau fuselage pour créer le 314 Clipper. Long de 32 mètres, celui-ci emporte une charge utile de 15 tonnes, carburant, passagers et bagages compris. Énorme pour l'époque, il est capable d'effectuer des étapes de 5600 km, concrétisant ainsi le rêve de voyages intercontinentaux. Avec son autonomie et ses 2 équipages qui se relaient, il permet les liaisons transatlantiques régulières. À la même époque, Boeing s'oriente également vers une nouvelle voie, au succès garanti. Ses services techniques mettent au point le projet 299,
le prototype de la forteresse volante B-17, basé sur le même concept à 4 moteurs que le XB-15, mais avec un fuselage plus petit pour améliorer les performances. Puis, avec la voilure et les empennages du bombardier, adapté à un nouveau fuselage pressurisé, la firme sort le Stratoliner. Un compresseur fournit l'oxygène nécessaire pour alimenter les moteurs à haute altitude et assurer la pressurisation de la cabine. C'est le premier avion de ligne pressurisé et les compagnies aériennes en commandent 10 exemplaires. Le Stratoliner effectue son premier vol le 31 décembre 1938 et suscite l'enthousiasme en volant à 7800 mètres d'altitude en croisière avec 33 passagers à bord. Pourtant, cet avion, qui semblait promis à une brillante carrière, n'a pas le succès escompté. Le premier exemplaire s'écrase et il faut modifier l'empennage vertical pour améliorer la stabilité. Du coup, l'appareil inquiète les compagnies aériennes. Et malgré les perspectives attendues, en 1939, près de 90% du trafic aérien mondial reste assuré par des DC-3. Mais alors que Boeing et Douglas se livrent une véritable guerre commerciale, la situation en Europe les oblige soudain à bouleverser leurs priorités. Délaissant l'aviation civile, les deux constructeurs se lancent dans les avions de guerre. La Seconde Guerre mondiale va entraîner une évolution technologique à la fois terrifiante et fascinante. Les nécessités du conflit vont chambouler à jamais le monde de l'aviation. Personne dans le camp allié ne soupçonne à quel point les ingénieurs allemands font alors progresser l'aviation. Une semaine avant l'invasion de la Pologne, l'Allemagne donne une première vision de l'avenir en aéronautique. Le HE-278, conçu par Ernst Heinkel, le tout premier avion à réaction du monde, effectue son premier vol à la fin du mois d'août 1939. Deux ans plus tard, les Allemands procèdent aux essais d'un autre avion à réaction, le HE-280, une machine exceptionnelle qui aurait pu entrer en service sans la disgrâce politique d'Ernst Heinkel. Mais les Allemands ne sont pas les seuls à comprendre que l'avenir est dans la propulsion à réaction. En Grande-Bretagne, Frank Whittle expérimente le turboréacteur depuis déjà plusieurs années, et les Anglais réussiront à mettre en service quelques chasseurs à réaction. Les Allemands restent cependant les précurseurs incontestables et le démontrent avec leur légendaire Messerschmitt Me-262. Un avion qui prouve l'efficacité du nouveau système de propulsion, mais aussi des ailes en flèche, deux caractéristiques que l'on retrouvera sur le 777. La Deuxième Guerre mondiale à peine terminée, la guerre froide commence. Et même si les constructeurs renouent alors avec l'aviation commerciale, ils n'ignorent pas pour autant les besoins des militaires. La création du Strategic Air Command en 1946 concrétise le choix par l'Amérique d'une stratégie de représailles basée sur le bombardement à long rayon d'action. Pendant la guerre, la firme Boeing a fourni aux forces armées les bombardiers les plus célèbres de l'histoire, le B-17 et le B-29. C'est donc vers elle que se tournent les militaires américains pour développer un nouveau bombardier. On s'était rendu compte qu'après la guerre, il faudrait un bombardier à réaction. La solution proposée par Boeing s'appuie sur la technologie allemande développée pendant la guerre et les avancées techniques réalisées aux États-Unis, notamment la voilure en flèche. Le premier essai s'avère un coup de maître. Ayant signé un contrat de 13 millions de dollars, la firme de Seattle sort le XB-47. Un bombardier hexaréacteur à aile en flèche de conception révolutionnaire. L'avion est rapide, dispose d'une bonne autonomie grâce au ravitaillement en vol, et personne au monde ne peut rien aligner d'équivalent. Il a 10 ans d'avance sur tous les autres pays.
Boeing le sait et pense à le convertir en avion de ligne commerciale. En effet, le constructeur n'est pas resté totalement absent de l'aviation commerciale. Entre 1947 et 1952, il a produit 50 exemplaires du 377 Stratocruiser. Celui-ci représente alors le summum du luxe pour les passagers, à une époque où seuls quelques riches peuvent se permettre les déplacements en avion. Il est réputé pour son escalier en colimaçon reliant la cabine des passagers à un bar du pont inférieur où l'on peut étendre les jambes et profiter d'un cadre agréablement spacieux. On trouve aussi à bord un salon pour dames, pratique pour les raccords de maquillage indispensables lors des vols au long cours. Les principaux rivaux du Stratocruiser à l'époque ont presque tous été conçus avant-guerre, comme ce Lockheed Constellation. D'autres machines, comme cet Hermès britannique, peuvent aussi traverser les océans. Mais les transports aériens ne se sont pas autant développés qu'on l'espérait. Le coût élevé des billets d'avion empêche le grand public d'en profiter. En 1952, le Comet britannique apparaît comme le leader dans la course vers l'aviation civile à réaction. Mais plusieurs accidents graves imposent l'immobilisation de la flotte de ce quadriréacteur. Les compagnies aériennes et leurs clients ont perdu confiance dans ces jets précurseurs. Et pourtant, le succès du B-47 a convaincu Boeing que les grands avions à réaction peuvent être sûrs et efficaces. Grâce à son acquis dans ce domaine, la firme américaine se lance donc dans la production d'un bombardier encore plus grand et plus puissant, le B-52. Ces deux énormes machines de Boeing deviennent ainsi les figures emblématiques du bombardier d'après-guerre. Et la firme prend le risque d'exploiter cette nouvelle technologie pour bouleverser le monde de l'aviation commerciale. Le pari était très risqué. Les compagnies aériennes étaient alors bien équipées en Douglas DC-7 et en Lockheed Constellation. Le jet ne pouvait être que cher et très risqué. Dans le plus grand secret, Boeing investit 16 millions de dollars de fonds propres pour construire un nouvel avion, le Dash 80. Cet appareil de légende sert de prototype à la fois pour un ravitailleur en vol militaire et pour un transport civil baptisé Boeing 707. Avec sa configuration devenue classique, à aile en flèche et turboréacteur, le 707 est devenu le modèle standard pour pratiquement tous les avions commerciaux à réaction. Mis en service en octobre 1958, le 707 va déclencher une véritable révolution en matière de transport. Certes, les voyages internationaux restent encore chers, mais le 707 concrétise de manière plus réaliste le rêve de voyage du citoyen moyen. Le confort et la vitesse des jets commerciaux rendent les vols beaucoup plus agréables, et le constructeur de Seattle comprend qu'il faudra bientôt offrir des avions encore plus gros pour répondre à une demande croissante. Mais au début des années 60, tous les efforts des bureaux d'études se concentrent sur le développement d'un énorme avion de transport militaire, le C-5A. Mais en août 1965, c'est le concurrent de Boeing, Lockheed, qui remporte le contrat. Un événement qui va conduire au lancement du premier jumbo jet. Si nous avions remporté cet appel d'offres, il aurait mobilisé une grande partie de nos efforts et nous n'aurions probablement pas lancé le 747 à cette date. Nous aurions dû le faire plus tard. Le fait d'avoir perdu nous a permis de dégager beaucoup de ressources pour faire quelque chose d'autre. Nous ne voulions pas ralentir notre effort et c'est ce qui a poussé à faire le 747. Le pari gigantesque de Boeing commence dans les collines boisées d'Everett, à 50 km au nord de Seattle. La firme ne dispose pas d'une usine assez grande pour produire le jumbo jet. On mobilise donc une armée d'ouvriers pour en construire une.
Indifférents aux pluies incessantes de l'État de Washington, les ingénieurs de Boeing entament la construction du premier 747 avant même que le toit de cette usine de 200 millions de dollars ne soit achevé. L'avenir de la compagnie étant en jeu, toutes les ressources financières et humaines sont mobilisées pour mener à bien ce projet titanesque. Ils étaient très motivés. Il n'était pas nécessaire de les encourager. Ils se lançaient dans une entreprise fabuleuse, la construction du plus gros avion du monde. Ils avaient un enthousiasme extraordinaire. Et quelqu'un a trouvé le mot pour les décrire. C'était les incroyables. Ils ont abattu un travail de géant. Le 30 septembre 1968, c'est l'heure de gloire. 26 months ago, as we stood amidst the forest up here at Everett, and the decision was made to go forward with the 747 program, the magnitude of the task that we were faced with really looked formidable. "26 stewardesses, representing the 26 airlines that have ordered 158 747s, take part in the christening ceremony." If you haven't got a bottle, raise your hand. Depuis leur premier vol commercial en 1970, les Boeing 747 ont transporté plus d'1 milliard de passagers vers toutes les destinations du monde. Le succès de l'appareil a encouragé Boeing à développer plusieurs versions de l'avion, dont un modèle pour courte distance, un modèle aux performances améliorées et un modèle cargo uniquement pour le fret. Le 747 a aussi servi à transporter la navette spatiale. Enfin, sa mission la plus prestigieuse est certainement celle d'avion présidentiel avec Air Force One. Le 747-400, la version longue distance du Jumbo Jet, est lancé en 1989. Plus grand, plus robuste et plus rapide que les versions précédentes, il a pratiquement le même aspect que le tout premier modèle. Mais l'électronique de bord numérique a maintenant remplacé les vieux systèmes analogiques et le nouveau 747 illustre 20 années de progrès technologiques. Il peut transporter plus de 400 passagers sur plus de 12 800 km et perpétuera sans doute longtemps encore l'héritage du 747. Les jets ont transformé le monde et contribué à le démocratiser. Ils apportent plus d'égalité. Quand on arrive à Heathrow, à Londres par exemple, on voit 50 nationalités différentes. On ne sait même pas d'où viennent tous ces gens, ni comprendre toutes leurs langues. Mais ils savent tous vers quelle porte se diriger. Et quand ils sont à bord du 747, ils savent comment commander à boire. Le 747 a accéléré ce processus parce qu'il peut aller partout. Si le 747 est probablement l'avion de transport le plus connu, les coûts opérationnels d'un avion de 400 places peuvent s'avérer élevés, et les compagnies aériennes se sont rendues compte que le Jumbo Jet n'était pas toujours la meilleure solution. C'est pourquoi les constructeurs aéronautiques ont mis au point d'autres types d'avions pour des destinations où le 747 est trop gros. L'un d'eux, le Boeing 767, fait son apparition au début des années 80. Ce biréacteur peut emmener 200 passagers sur des distances moyennes de 4 à 5 000 km. Quelques années plus tard, les opérateurs ont besoin d'un nouvel avion d'une taille similaire à celle du 767, mais avec un plus long rayon d'action. Les deux moteurs qui équipent le 767 manquent de puissance pour des durées de vol plus longues. De plus, les compagnies aériennes désirent un avion de type nouveau pour ce segment de marché. Sous la pression conjuguée de ses concurrents et de ses clients,
Boeing doit de nouveau jouer et gagner. Nous transportons environ 300 personnes par appareil sur nos lignes partant de la côte Est vers l'Europe. Et c'est tout à fait satisfaisant. Nous volons à Mach 0,84, c'est-à-dire à 84% de la vitesse du son. Nous croisons habituellement à environ 12 000 mètres, en fonction des vents et de la charge. C'est une configuration de vol typique pour cet avion. L'étude et la construction du 777 a été une entreprise considérable. Jamais la technologie informatique n'avait autant été mise en œuvre pour la production d'un avion moderne. Boeing a réparti 2200 terminaux informatiques à 238 équipes d'ingénieurs, toutes reliées en réseau à 8 énormes ordinateurs. Des ingénieurs anglais, japonais et canadiens pouvaient ainsi être informés de la plus récente modification aussi facilement qu'un ingénieur de l'usine mère à Seattle. Grâce aux plus récentes technologies, les concepteurs et les équipes de fabrication ont donc pu travailler ensemble à la création de l'appareil. Ils ont conçu cet avion sur ordinateur. Ils l'ont testé sur ordinateur. Ce qui fait que quand ils ont construit le premier, ce n'était pas un prototype, ce n'était pas un exemplaire expérimental, c'était un modèle de série. C'est une réussite étonnante, même à l'âge de l'informatique. Avant, on pouvait voir des rangées d'ingénieurs avec des petites règles à calcul et des masses de plans. Chaque pièce devait passer par des centaines de filières et il fallait tout minutieusement répertorier. Aujourd'hui, on entre dans une usine et on ne trouve plus une seule règle à calcul, ni même peut-être quelqu'un sachant s'en servir. Dès le début du programme, en 1990, Boeing travaille en étroite coopération avec ses clients pour répondre au mieux à la demande. Des modélisations informatiques permettent aux compagnies aériennes de visualiser l'intégration de l'appareil dans leur flotte existante. Le préassemblage par simulation informatique de l'avion permet à Boeing et à ses clients de déceler et de corriger des problèmes pendant que l'étude de l'appareil est encore en cours. United, All Nippon Airways, British Airways et Japan Airlines ont même des représentants sur place qui travaillent avec les bureaux d'études Boeing pour s'assurer que l'avion réponde bien à leurs besoins et qu'il pourra s'accommoder des aéroports existants. Ainsi, l'aile de 60 mètres d'envergure du 777 représentant un casse-tête potentiel pour certains aéroports, Boeing incorpore un dispositif permettant de relever les derniers 6,60 mètres de chaque aile pour que l'avion puisse accéder au poste de débarquement. L'une des grandes inquiétudes des ingénieurs en charge de l'étude du 777 concerne les deux énormes réacteurs qui doivent être en mesure de développer chacun 40 tonnes de poussée. De nombreuses compagnies aériennes ont des accords spéciaux avec certains motoristes et Boeing a donc dû s'appuyer sur 3 fabricants différents pour mettre au point les réacteurs de l'avion. La technologie du turboréacteur a été l'un des principaux facteurs ayant permis le formidable développement de l'aviation civile. Et c'est la remarquable fiabilité des moteurs d'avions modernes qui a contribué à la décision de lancer le 777, le plus gros biréacteur de transport civil jamais construit. Le second facteur important, après l'assurance d'avoir des moteurs pouvant tourner pratiquement indéfiniment, était d'obtenir suffisamment de poussée. Et ce n'était qu'une question de temps, car à chaque nouvelle génération, les réacteurs deviennent de plus en plus gros et on trouve de nouveaux moyens de produire plus de poussée. Finalement, Rolls-Royce, General Electric et Pratt & Whitney ont chacun sorti des moteurs fournissant assez de puissance pour emmener un avion de la taille du 777 au-dessus des océans avec la certitude de ne pas tomber en panne. En cas d'anomalie d'un des moteurs, l'autre fournit suffisamment de poussée pour atteindre la destination finale. Un seul de ces moteurs fournit autant de poussée que tous les réacteurs d'un B-52. Et il y en a 8 sur le bombardier. C'est cette technologie qui a permis à Boeing d'équiper le 777 de seulement 2 moteurs. La firme de Seattle tenait absolument à intégrer les technologies les plus récentes dans toutes les fonctions de l'avion. La voilure du 777 offre la meilleure efficacité aérodynamique possible pour un avion de ligne subsonique. L'amélioration de l'efficacité de l'aile
permet à l'appareil de grimper plus vite et de croiser à des altitudes supérieures aux machines concurrentes. Cependant, la plus grosse différence n'est pas dans la conception de l'aile elle-même, mais dans la façon dont elle opère. La voilure comporte des matériaux composites qui rendent l'avion plus léger et plus robuste et permettent de renforcer certains éléments. Et l'appareil est par ailleurs équipé de commandes électriques de vol. Tous les avions modernes, pour des raisons pratiques, seront bientôt à commande électrique de vol. À la place du vieux système comportant des poulies, des câbles et des tringles de commande pour bouger les ailerons ou les gouvernes, tout est fait électroniquement. Un ordinateur contrôle le tout et les ordres du pilote ne vont pas directement aux surfaces mobiles, elles passent par un système d'ordinateurs redondant qui calcule automatiquement les corrections. On peut envoyer un ordre par l'intermédiaire du manche au travers d'un câble électrique qui l'envoie à l'ordinateur. Celui-ci l'analyse, le précise, effectue toutes sortes de corrections avant de faire bouger les surfaces. Un bon exemple, pour faire virer l'avion, normalement, on ne dépasse jamais une inclinaison de plus de 30 degrés. L'ordinateur ira jusqu'à 35 degrés, et si vous dépassez 35 degrés, il va vous envoyer un signal opposé, ce qui fait qu'on sentira physiquement dans les commandes qu'on est allé trop loin. Si le fonctionnement mécanique de l'avion est évidemment essentiel pour la sécurité, le confort des passagers est tout aussi important pour le bureau d'études du 777. Il est très important d'écouter activement, donc de ne pas seulement écouter ce que nous dit le client, mais ce qu'il cherche à faire pour satisfaire au mieux ses passagers. Un de nos interlocuteurs voulait que nous placions une cavité dans le plancher pour poser les sacs. Nous n'avons pas pu le faire de cette façon, mais nous avons résolu le problème de base, à savoir donner aux passagers plus de place pour leur bagage à main en augmentant la taille des coffres. Tout cet aménagement répond exactement aux exigences du client. La dimension de la cabine, 12 cm plus large que le DC-10, est une demande des acheteurs. Et ils nous ont dit qu'ils voulaient en classe affaires des rangées de 7 sièges identiques à ceux du 747. Nous avons répondu que nous pouvions le faire avec le même confort par rangée de 7 sièges que dans un Airbus avec 6 sièges. Certaines compagnies voulaient plus de place en classe touriste. Et nous offrons les plus confortables de tous, avec des rangées de 9 sièges. On a même un confort acceptable avec 10 sièges sur certains segments de marché. L'une des caractéristiques les plus discutées est la taille des coffres à bagages, conçus pour s'ouvrir vers le bas, à la différence de l'ouverture traditionnelle vers le haut dans les autres avions. Les efforts incessants de Boeing pour l'intérieur du 777 ont fait de l'appareil l'un des préférés des voyageurs. En un mot, tout le monde admet que c'est, pour les passagers et pour les opérateurs, le meilleur avion sur le plan de l'aménagement intérieur. Personne ne voyage sans bagages, et le 777 possède un grand volume dans les soutes inférieures. Cet avion dispose d'une immense soute à bagages, non seulement en tonnage, mais en volume. Les charges encombrantes peuvent être embarquées dans cet appareil. Et en ce qui concerne la charge utile, on peut emporter autant de fret que dans un DC-8 cargo, un appareil prévu seulement pour le fret. C'est vraiment une machine formidable et qui permet de gagner de l'argent avec le fret. Au début du printemps 1994, après 4 ans de travail intensif, le développement et la construction du premier 777 sont pratiquement terminés. L'organisation de la cérémonie de présentation de l'appareil demande presque autant d'efforts que la fabrication de l'avion. Plus de 50 000 personnes ont travaillé sur le projet et chacune a la possibilité d'amener un invité, ce qui fait plus de 100 000 participants. C'est pourquoi, le 9 avril 1994, Boeing organise 15 cérémonies différentes, une toutes les heures, de 6 h du matin à 8 h du soir. L'avion ne bouge pas, mais les foules se précipitent pour regarder de plus près le magnifique appareil.
Pendant 2 mois encore, après la cérémonie de présentation, les ingénieurs de Boeing travaillent intensément pour s'assurer que l'avion sera prêt pour son premier vol d'essai. Le chargement et la vérification de plus de 7 millions de lignes de programmes informatiques obligent les techniciens à travailler 24 heures sur 24. Les compagnies aériennes ont déjà vendu les premiers billets pour l'année suivante. La pression est donc énorme. Finalement, le grand jour est fixé au 12 juin 1994. Il est temps de confirmer que 4 années de conception et de mise au point sur ordinateur vont bien se concrétiser en un vol réussi. Il faut livrer les machines en temps et en heure, et les délais serrés ne laissent aucune marge de manœuvre. Tout retard dans les essais peut se traduire en désastre pour le constructeur. Le premier décollage, suivi d'un vol parfait, est un grand soulagement. Mais le programme est loin d'être achevé. Durant l'année qui suit le premier vol, 5 777 sont soumis à une série impressionnante d'essais en vol. Les livraisons aux compagnies aériennes doivent avoir lieu dans 1 an au plus, ce qui interdit tout retard. Chaque partie de l'appareil doit être testée dans toutes sortes d'environnements et de situations. Le train d'atterrissage du 777 est le plus gros jamais monté sur un avion de transport et doit subir des essais rigoureux. Le train principal est disposé classiquement en 2 blocs, mais chacun comporte 6 roues au lieu des 4 habituelles. Avec un total de 12 roues, la répartition de la masse se fait mieux sur les pistes, les zones de parkage, mais aussi sur l'avion. Le 777 doit pouvoir encaisser des décollages d'urgence dans des conditions difficiles. Ici, un avion doit décoller à vitesse minimale, muni d'une protection métallique pour amortir les dégâts sur la cellule. Les freins du nouveau biréacteur géant doivent répondre à des normes très strictes pour qu'on puisse annuler le décollage à la toute dernière seconde. Mais arrêter brusquement 250 tonnes de métal avec du carburant et des passagers à bord n'a rien d'un jeu d'enfant. L'un des avions d'essai est poussé jusqu'à la vitesse de décollage, puis arrêté le plus rapidement possible. La chaleur dégagée par les freins est importante, mais l'appareil répond au cahier des charges. L'un des volets essentiels du programme d'essai est de s'assurer que les moteurs répondent aux certifications de la Federal Aviation Administration relatives aux vols longue distance sur bimoteur. Cette réglementation autorise ce type d'avion à emprunter des routes aériennes à moins de 180 minutes de vol d'un aéroport compatible avec l'appareil. Le 777 a été conçu en fonction de cette réglementation et peut se poser, décoller ou voler sur de longues distances avec un seul moteur en marche. Le 30 mai 1995,
Le nouveau Boeing est le premier appareil à obtenir cette certification FAA juste avant d'entrer en service, 8 jours plus tard. Le 777 effectue son premier vol régulier sur l'une des lignes pour lesquelles on avait justement besoin d'un tel avion, la liaison Londres-Washington. Le 7 juin 1995, une nouvelle ère commence. Les extrémités d'ailes encore repliées, le 777, chargé de ses premiers passagers, roule lentement vers la piste, à la grande satisfaction de Boeing et de United Airlines. Cette compagnie, de même que d'autres opérateurs, a vendu les billets à des voyageurs impatients d'essayer ce tout nouvel avion de ligne bien avant que celui-ci ne soit prêt pour le service régulier. Les délais serrés du programme ont constitué un risque financier important pour tous les participants et quelques sceptiques avaient pronostiqué l'échec. La première livraison à United a été faite juste 2 semaines avant que l'appareil n'obtienne les certifications FAA pour les vols sur longue distance avec 2 moteurs. Pas de place pour l'erreur, et les dates ont été respectées à la lettre. Lorsque l'avion est finalement entré en service régulier, les soupirs de soulagement des responsables de Boeing à Seattle ont été entendus dans tout le milieu de l'aviation civile. Lorsque les passagers sortent de l'appareil après ce vol historique, ils ont tous le sourire aux lèvres. Le rêve de Boeing de faire un avion taillé pour le siècle prochain, une machine aussi remarquable que le 747 l'avait été 30 ans auparavant, a enfin pris forme. Passagers et pilotes peuvent être satisfaits. Le Boeing 777 sera un avion de ligne de référence que les voyageurs exigeront. Le résultat final de 4 années de travail intensif est loin des premières images sorties sur ordinateur. Le 777 est une merveille de technologie, une intégration réussie de 2 inventions qui ont bouleversé le monde, l'ordinateur et l'avion à réaction. Alors même que Boeing lutte pour livrer les commandes du 777 d'origine, un nouvel appareil est déjà en cours de développement. Le 777-300 sera une version allongée, de plus grande capacité que la première version. Il pourra emmener plus de 500 passagers sur plus de 10 000 km. Et desservir des lignes telles que Tokyo-San Francisco ou Honolulu-Séoul, devenant ainsi peut-être le digne successeur du Jumbo Jet. Mais Boeing doit aujourd'hui faire face à des difficultés de production dues aux grandes quantités de commandes et aux licenciements massifs effectués pour améliorer les résultats financiers et rassurer les actionnaires. Nul doute que le géant de Seattle y parviendra, mais cela nous rappelle une fois de plus que la production d'avions est toujours un pari difficile. En attendant, le 777 est une incontestable réussite. Les moteurs, la cellule, les matériaux composites et les commandes de vol électriques, tout cela s'est véritablement conjugué sur cet avion. Le 777 est le biréacteur le plus gros du monde. Avec son envergure de 60 mètres, il peut transporter 300 passagers sur 8000 km et sa masse maximale est de 270 tonnes. Grâce à la puissance des ordinateurs modernes, les ingénieurs ont réussi un avion parfaitement sûr et fiable, avec un confort supérieur à ce qu'on pouvait imaginer. Pratiquement 80% de l'informatique de bord sert au bien-être du passager, depuis la sonorisation individuelle jusqu'aux moyens de communication. Les jets et les ordinateurs sont arrivés à peu près en même temps. Les premiers ordinateurs rudimentaires sont apparus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de même que les avions à réaction. Mais pendant que la conception des avions progressait,
L'informatique avançait tellement vite que les ordinateurs sont devenus indispensables, non seulement pour concevoir les avions, mais pour les faire fonctionner. Les gens seraient certainement étonnés de savoir le nombre d'ordinateurs embarqués, les redondances et la quantité de calculateurs qui en doublent d'autres. Nous sommes à une époque où nous ne pilotons pas des simples avions, nous volons dans des avions informatisés. Nous allons vers une famille d'avions qui va durer 60 ou 70 ans. Ils seront fabriqués pendant 40 ans et voleront encore 30 ans ensuite. Et celui-ci est un avion qui va vraiment faire la différence. Avec plus de 1800 ordinateurs à bord, le 777 illustre bien les progrès technologiques qui ont marqué le XXe siècle. L'intégration totale de l'informatique dans le processus de développement et dans la gestion des opérations des avions commerciaux marque l'avènement d'une nouvelle phase de l'aviation commerciale. Cet avion symbolise pour moi la complexité. Un jour que je volais à haute altitude, j'ai regardé de tous les côtés et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun autre organisme vivant dans les parages, à part nous. Et nous étions là parce que nous étions enveloppés dans cette capsule grâce à toutes ces technologies. C'est donc une expérience incroyable que très peu de penseurs dans toute l'histoire de l'humanité ont même imaginé. Pouvoir prendre ces avions sans même y penser et traverser la moitié du monde et trouver ça tout à fait normal. Peu de choses ont bouleversé le monde aussi rapidement et radicalement que l'avion et l'ordinateur. Et l'intégration de plus en plus poussée de ces deux technologies va encore faire évoluer l'aviation commerciale. L'un des avions marquants du siècle prochain sera incontestablement le Boeing 777.